Bien, bonjour à tous. Suite au rapport de la HAS sur les dosages de vitamine D et aux contestations de ce rapport, en tout cas de ses conclusions par les experts, eh bien, on ne sait toujours pas les raisons pour lesquelles les médecins prescrivent des dosages de vitamine D. Pierre-Adrien Bill, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire du syndicat des jeunes biologistes. Tout à fait. Et justement, vous venez de faire une étude sur les motivations, les raisons pour lesquelles les médecins prescrivent des dosages de vitamine D. Si vous voulez bien nous en parler, d'abord, les objectifs de cette étude. Cette étude a eu pour origine la publication donc, du rapport HAS, comme vous l'avez dit, qui a donc cadré un certain nombre de recommandations de remboursement par la Caisse d'assurance maladie. Suite à cette publication, nous avons vu un peu plus loin en tant que syndicat, nous avons vu un objectif de maîtrise médicalisée des dépenses. Or, qui dit objectif dit base de calcul. Sur quelle base allons-nous baser pour cet objectif de maîtrise? On a étudié la littérature, il n'y avait rien. Et donc, il nous a paru tout à fait naturel de réaliser donc, une étude sur les indications des dosages de vitamine D. Ceci afin donc, de nous conforter dans notre intuition qui était que ces dosages ne sont pas si mal prescrits qu'on veut nous le faire croire. L'un des objectifs aussi finaux de l'étude était donc d'arriver à une comparaison entre d'un côté les recommandations de la HAS et les indications qui y collaient et les recommandations des experts. Donc au niveau des recommandations de la HAS, comme vous le voyez, elles sont assez restrictives puisqu'elles se centrent sur le rachitisme et l'ostéomalacie. Les experts, quant à eux, l'ont élargi à toute situation de fragilité osseuse. La HAS se concentre sur le suivi de l'adulte transplanté rénal quand les experts élargissent à toute insuffisance rénale chronique avec un DFG inférieur à 45 ml par minute. La chirurgie bariatrique fait partie des recommandations de la HAS quand les experts élargissent à toute situation de malabsorption, dont la chirurgie bariatrique. Les chutes répétées des personnes âgées sont dans les indications HAS quand les experts élargissent cette situation à toute situation de carence ou de surcharge en vitamine D qui peuvent être assez variées. Les experts rajoutent une autre situation qui est toute anomalie du bilan phosphocalcique. Par ailleurs, ils sont d'accord pour doser la vitamine D dans les cas de respect des RCP des médicaments. Très bien. Et quelle méthodologie avez-vous utilisée? Alors la méthodologie a donc été la suivante. Elle s'est intéressée donc à l'ensemble des laboratoires qui étaient désireux donc de participer à cette étude, puisque le SJBM représente l'ensemble des biologistes médicaux sans aucun clivage. Elle s'est déroulée donc au mois de mars 2014 et visait à inclure donc l'ensemble des dosages réalisés au laboratoire. Pour le recueil des indications, on s'est basé donc sur un formulaire type qui pouvait être donc remis au prescripteur, où le biologiste pouvait aussi procéder par dialogue clinico-biologique direct. Et donc, on participait à cette étude et nous les en remercions chaleureusement, donc le CHU de Lyon, le CHU de Marseille, ainsi que 4 laboratoires de biologie de ville libéraux. Donc, nous sommes donc arrivés à l'objectif qui était de réaliser une étude multicentrique, ville et hôpital. Et quels ont été les résultats? Alors écoutez, donc nous avons eu 646 indications qui ont été recueillies. 83% étaient des indications d'origine hospitalière et le reste étaient des indications d'origine de médecine de ville. Au niveau de la population étudiée, comme vous pouvez le voir ici, nous avons donc une répartition en fonction de l'âge. Le sexe ratio était en faveur des femmes avec un sexe ratio à 1,82 et la moyenne d'âge était de 62 ans. Au niveau donc des résultats des indications de notre étude, nous nous sommes concentrés donc sur 7 types de pathologies qui ont été regroupées en fonction du questionnaire. Tout d'abord l'insuffisance rénale qui ici au niveau global représente 12% des indications, les pathologies osseuses qui représentent 20% des indications, le traitement par la vitamine D, donc que ce soit avant traitement ou après supplémentation qui représente ici 27%, les anomalies du métabolisme phosphocalcique qui représentent 6%, les situations de malabsorption dénutrition qui représentent 6%, le dosage dit systématique, comme il a été mentionné par le prescripteur, et une dernière situation sur les cancers et les maladies inflammatoires qui représentent donc 6%. Tous les autres types d'indications diverses et variées représentent quant à eux 19% au niveau global. Si maintenant nous nous intéressons aux résultats issus des laboratoires de ville, nous voyons que la répartition n'est pas tout à fait la même puisque l'insuffisance rénale, et ça se comprend, représente uniquement 7%, la pathologie osseuse y tient une grosse partie pour 30%, les traitements par vitamine D représentent 13%,
les anomalies du métabolisme phosphocalcique 7%, les situations de malabsorption 9%, les cancers et maladies inflammatoires 13%, les autres indications regroupant quant à elles 21%. Intéressons-nous maintenant donc aux résultats issus des hôpitaux, c'est-à-dire les CHU de Lyon et de Marseille, qui représentent donc, comme je vous l'ai dit, au niveau global 82% des indications que nous avons perçues. L'insuffisance rénale, il représente donc 13%, la pathologie osseuse 18%, les traitements par vitamine D, donc une grosse partie 29%, les anomalies du métabolisme phosphocalcique 6%, la malabsorption 6% également, le dosage dit systématique 5%, les cancers et maladies inflammatoires 5% et les autres indications 18%. Alors c'est très intéressant. Maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est combien parmi ces prescriptions rentrent dans le cadre des recommandations de la HAS et combien, quel pourcentage, rentrent dans le cadre des recommandations de ce qu'on a appelé les experts. Figurez-vous que nous l'avons fait. Voici donc les résultats. Donc au niveau global, ce qui rentre donc dans les recommandations HAS représente environ et seulement 5% des dosages qui ont été donc réalisés. Si on se focalise sur les dosages donc, recommandés par les experts, ça représente 47%. Si on donc se focalise donc plutôt sur la ville, les dosages qui sont donc recommandés par la HAS représentent environ 12%. Et ceux donc recommandés par les experts, 47%. Au niveau de l'hôpital, qui représente donc, comme je vous le rappelle, la majorité donc, des résultats de notre étude, on est proche des résultats globaux avec 4% des dosages qui rentrent dans les indications HAS et 42% des dosages qui rentrent dans les indications des experts. Très bien, bon, je trouve ça très intéressant. Après, on va parler quand même des biais et des limites de l'étude. Alors, on peut dire aussi que dans une étude comme ça, elle était faite, encore faut-il la faire, fallait-il la faire, elle a été faite de manière rapide. Donc c'est vrai que probablement les laboratoires qui ont répondu étaient particulièrement intéressés par le sujet. Peut-être aussi l'environnement médical était intéressé par le sujet. Et donc on peut se dire que peut-être des gens intéressés par le sujet ont une meilleure façon de prescrire. Et donc peut-être qu'on surévalue dans ce sens-là peut-être un petit peu la bonne prescription du dosage de vitamine D. Première chose. Deuxième chose, il me semble également que, là ça va dans l'autre sens, hein, il me semble que certaines des indications que vous avez notées et qui étaient hors des indications des experts, comme par exemple on dose la vitamine D avant ou pendant un traitement par vitamine D, peut-être, pour certains des patients à qui ça s'adressait, eh bien, on avait des patients chez qui c'était justifié. Par exemple, des patients ostéoporotiques, mais vous ne saviez pas qu'ils étaient ostéoporotiques. Pareil pour les patients obèses, il n'y a pas de raison de doser la vitamine D chez des patients obèses, sauf s'ils doivent bénéficier ou ils ont déjà bénéficié d'une chirurgie bariatrique. Et puis, quand même, un élément important qu'il faudra discuter, c'est le fait que le grand excès de dosage de vitamine D qui avait été pointé du doigt par l'UNCAM puis par la HAS, était dû à la médecine générale. Et c'est vrai que là, il y a un certain déséquilibre, mais c'était comme ça, hein, votre recrutement. Il y a un certain déséquilibre entre la biologie hospitalière, qui est la majorité de vos patients, et puis la biologie libérale. Tout à fait. Alors écoutez, sur le premier point, effectivement, sur la motivation des laboratoires et des prescripteurs, c'est effectivement possible que ce soit des gens plus au fait qui ont participé, mais là-dessus, je vous avoue qu'on ne dit pas grand-chose. Sur le deuxième point, qui sont donc que certaines indications que j'ai mis hors des experts y étaient peut-être dedans, et dû au fait que lorsqu'on se base sur le formulaire, je n'avais effectivement pas mentionné plusieurs choix possibles. Donc ils se sont peut-être restreints à une seule indication qu'ils estimaient, eux, la plus importante, qui pouvait être hors des indications, alors que le patient pouvait rentrer effectivement dans une des catégories recommandées par la HAS ou par les experts. Concernant donc le troisième point, qui est le déséquilibre entre les résultats de ville et les résultats hospitaliers, il me paraît quand même assez intéressant d'étudier quand même la biologie de ville, puisqu'elle représente quand même 15%, c'est 112 indications. Certes, ce n'est pas autant que les 545 issus de l'hôpital, mais c'est quand même intéressant pour noter une tendance. Et on voit effectivement que ces résultats sont assez différents de ceux de la biologie hospitalière. Je trouve c'est très intéressant, même si effectivement il y a besoin d'améliorer, d'augmenter ces données. Ce qui me semble important aussi, c'est même si on ne peut pas tirer des conclusions, bien sûr, définitives, même éventuellement partielles, c'est juste une idée, que représenterait comme économie de santé le respect
des indications que nous, les experts, nous proposons et les indications que la HAS propose. Alors, la HAS propose des indications très restrictives. On a vu, par exemple, dans cette étude que, finalement, à peine 5% des dosages de vitamine D rentraient dans ces cadres-là. Donc, en gros, on annule le coût associé au dosage de vitamine D. Si par contre on respecte les indications que nous proposons et qui sont quand même nettement plus basées sur la pratique clinique, sur les recommandations internationales et nationales d'ailleurs, on a vu que dans cette étude, 45%, 47% des dosages de vitamine D rentraient dans nos indications. Alors, les biais, on en a discuté. Il est possible qu'il y ait une surévaluation des bonnes indications, selon moi, mais c'est juste un avis personnel. Et donc, je pense que déjà, on pourrait réduire d'environ de 60% en respectant nos indications le nombre de dosages de vitamine D. C'est la première chose, mais il ne faut pas oublier une deuxième chose importante. C'est que lorsque l'UNCAM a vu ce coût majeur de remboursement, le dosage de vitamine D, il était à B80 ou B90, c'est-à-dire aux alentours de 20 €. Et vous savez que la nomenclature a été révisée et re-révisée et re-révisée, et qu'aujourd'hui, on est à B42, c'est-à-dire 11,34 €, je crois. Et donc, naturellement, en plus de cette diminution de 60% du nombre de dosages, il faut compter comme économie cette baisse très importante de nomenclature. Et donc, je pense que respecter nos indications avec la nomenclature actuelle ferait déjà faire une grande économie de santé, de coûts de santé de biologie, en respectant malgré tout la pratique médicale. Alors, c'était une étude préliminaire. Est-ce que vous avez des objectifs de continuer cette étude ? Écoutez, tout à fait. Donc, c'était une étude prospective, mais effectivement qui a été menée à, disons, petite échelle au vu des résultats, même si nous l'avons adressée à l'ensemble des mandants du syndicat des jeunes biologistes médicaux. Il serait intéressant effectivement de mener la même étude de façon peut-être un peu plus contrôlée et de motiver un peu plus de personnes à participer afin d'obtenir des résultats plus étayés. C'était déjà fiable, simplement il faut qu'il soit plus large. Ouais. Très bien, écoutez, merci beaucoup pour cette étude, pour cette discussion. Effectivement, on attend l'évolution. Aujourd'hui, c'est pas passé au journal officiel ce déremboursement total. On va voir un peu l'évolution. Naturellement, il y a des discussions avec la HAS. On va voir comment les choses évoluent. Et je pense que sur Biologiste TV, on pourra communiquer l'évolution du sujet. Merci. Au revoir.